Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en cette matinée du 18 octobre 2021. Il est 8 heures et nous serons ensemble jusqu'à 9h30. Ce matin, nous allons revenir sur la journée d'hier, le 17 octobre. Vous le savez, c'est le 60e anniversaire de la commémoration des massacres du 17 octobre 1961. Nous allons revenir ce matin en compagnie d'un invité. Il a fait partie justement du Front, du FLN et aussi donc il a écrit beaucoup de livres qui reviennent sur ces massacres du 17 octobre 1961. Nous parlons ce matin également de poésie. Une poétesse sera parmi nous ce matin. Elle nous présentera son recueil de poésie. Monia Witis, dans sa rubrique, s'intéressera à une question très importante, d'ailleurs qu'on retrouve pratiquement dans toutes les maisons. Il s'agit de la boîte à pharmacie. Quelle est l'importance d'avoir une boîte à pharmacie à la maison, particulièrement lorsque nous avons des enfants, et surtout que doit contenir cette boîte à pharmacie? C'est Monia Witis qui répondra à ces questions. Les échecs, vous le savez, c'est une très grande passion qui a beaucoup de qualités, particulièrement dans le développement personnel. Un passionné sera parmi nous ce matin pour nous parler donc de sa passion. Lucie est une sonde donc, qui a été envoyée par la NASA afin d'étudier les astéroïdes. Retour donc sur, encore une fois, ces études scientifiques qui versent dans l'étude des espaces. Demain sera le Mouloud. Ce soir, c'est donc la veille de le Mouloud. Alors, vous savez, c'est une fête spirituelle qui célèbre donc la naissance du prophète Rasoul alayhi salatu wassalam. Alors, bien entendu, la manifestation donc, de cette fête se fait avec plusieurs façons, notamment donc, les feux d'artifice. Et justement, un docteur sera parmi nous ce matin pour nous parler un petit peu des dangers de tous ces jeux-là et surtout comment éviter toutes sortes d'accidents. Voilà, donc voici un peu le menu de ce matin. On vous rappelle que notre émission est sponsorisée par Coral Peinture. Et avant de commencer, les nouvelles du ciel, et ce sera en compagnie de Fréya Chir. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Fréya Chir est parmi nous ce matin. Bonjour Fréya. Bonjour Nor. Comment ça va? Ça va très bien. Sahamouloudek. Là, ici le mec Sahamouloudek également. Également. Alors j'imagine que le petit se prépare bien. Ce matin, exactement. Se prépare bien pour les bonbons, les gâteaux et voilà. Voilà, de toute façon ça rappelle de bons souvenirs nous aussi quand on était petit, au niveau de l'école. Moi, je suis excitée le jour où j'achète la tenue et tout. Comme si c'est vous qui allez la porter. Exactement. Voilà. On le vit voilà. Autrement en compagnie des enfants, effectivement. Voilà. Mais sinon, Fériel, donc on ressent un petit peu la fraîcheur en ce moment. Donc le temps commence à se rafraîchir, ça va continuer. Donc l'automne s'installe, mais malheureusement, il va pas pleuvoir aujourd'hui encore. Nous avons eu quelques gouttes hier soir, comme prévu par Météo Algérie. Excellent réveil aussi à vous tous, sahamouloudkom. Eh bien, pour aujourd'hui, donc au programme, des températures saisonnières, un ciel souvent voilé, brumeux en début de matinée, mais le soleil aura le dernier mot au nord comme au sud, malgré la présence de quelques nuages qui lui feront de l'ombre plus dense vers le nord Sahara, le sud des oasis. À noter aussi quelques soulaments de sable à l'extrême sud jusqu'au Sahara central. Les températures, les voici. Elles seront automnales, les maximales au nord comme au sud. Il fera 20 degrés à Al-Bayt, c'est le minimum aujourd'hui, 21 à Batna, à Djulfa, 27 à Alger, 26 à Oran, 24 à Nabaskikda, 22 à Guelma sur la partie sud, 27 à Hassim Saoud, Gardaya relèvera 29 à Bishar, 36 à Tindouf, 27 aussi à Oulad Jilal, 32 Taman Rasset et enfin 39 à l'extrême sud et c'est le maximum aujourd'hui. À présent, place à l'état de la mer. Aujourd'hui, la mer sera belle avec des vents faibles à l'est qui varient généralement entre 10 et 20 km/h. À l'ouest, quand vers le centre, nous aurons une mer peu agitée avec des vents aussi modérés qui varient généralement entre 20 et 30 km/h. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 18h07. Vous avez toujours le site de Météo Algérie qui est mis à votre entière disposition. Je vous remercie encore une fois pour votre attention. Bonne fête à vous et à tout à l'heure. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Et voilà, donc le soleil aura son dernier mot pour cette fête du Mouloud. Ça se prépare bien?
Oui, oui, ça va. Alors, Donc, le ça menu va de être ce le soir? dîner, ça va être rechta. Ah, Oui, rechta. moi Voilà, c'est j'aime mon plat bien. préféré, de Ah toute bon? façon. Et ce Ben, je sera vous pour nous. invite, voilà. Alors, je vais dire à ma mère de ne pas en préparer. Je viendrai Voilà, manger chez avec vous. grand plaisir. Là, Non, ici, le mec. d'autant plus qu'on ne sont pas très loin. Effectivement. Voilà, on n'est pas Voilà, très toute loin voisine. voilà. Friel, merci beaucoup. Je Merci vous pour en prie. l'invitation déjà. Je t'en prie avec un grand plaisir. Merci Friel, bonne journée à vous. On se retrouve la semaine Merci. prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc pour les nouvelles du ciel, mais sinon on vous retrouvera tout à l'heure après Journal Télévisé du midi Exactement. et celui 19h, Sahamouledek encore une fois. Merci beaucoup. Et on continue comme à l'accoutumée. On commence avec une pause musicale en compagnie de Day qui nous interprète Anna Jazairi. Donc, Anna Jazairi en compagnie du groupe Day, retour ce matin sur le 60e anniversaire des massacres du 17 octobre 1961. Retour ce matin en compagnie de notre invité 60 ans auparavant pour revivre en sa compagnie les affres de cette nuit noire. Il s'agit de Mohamed Rafil. Bonjour. Bonjour, Bienvenue à vous. Merci de votre invitation. Marhaba bik, c'est un honneur pour nous de vous recevoir. Merci. Alors, Mohamed Rafil, vous êtes connu par le nom de Mouhklichi. Non, mais bien Voilà. sûr. Et vous Ça me avez... rajeunit quand on m'appelle Mouhklichi Mais parce vous qu'à êtes toujours si 21 ans, à 21 ans, 55, on m'a donné ce nom de guerre. Et Voilà. que vous avez gardé même à vos 88 ans, Allah Ben, Ibarak. je préfère qu'on m'appelle Mouhklichi, ça me rajeunit, que
de mon nom, Raphaël Mohamed. D'accord, alors je vous appellerai Mouh Kléchi tout au long de l'émission. Voilà, très bien. Voilà. Alors, Mouh Kléchi, on va revenir en votre compagnie 60 ans auparavant. N'est-ce pas? Vous n'aviez que 21 ans lorsque vous avez adhéré donc, au Front Au FLN. voilà, au FLN. Ouais. Bah, là, je n'ai pas à le redire, je l'ai dit déjà, mais j'étais à Alger quand j'avais 20 ans, j'ai fait une formation professionnelle ici, et quand le déclenchement a eu lieu, j'avais 20 ans, effectivement, et ben après, on m'a, comme insoumis, on m'a pris pour le service militaire français à l'époque. Eh ben, on m'a pris à Bellecour, justement. Ça, c'est à Bellecour, la gendarmerie m'a arrêté, insoumis, etc. Donc, on m'a amené à Blida, dans une caserne, à Blida. Et moi, la révolution, elle étant déjà commencée. Et ben, quand je suis arrivé là-bas, et ben, j'étais un peu affolé pour dire que la révolution, elle a démarré. Et moi, je vais être sous le drapeau français. Ça m'a dérangé. Avant d'être incorporé, de passer des visites, etc., eh ben, j'ai été voir le commandant à l'époque, le commandant avec son secrétaire. Je lui ai dit, est-ce que justement je peux avoir une permission de 2 jours pour que j'informe ma mère, etc., puisque je suis là, pour qu'il ne s'affole pas. Voilà. Eh ben, j'ai réussi, ils m'ont donné 2 jours c'était un week-end, samedi, dimanche. Et ben moi, je n'ai pas perdu les minutes, quoi, comme on dit, ce n'est pas le temps. Arrivé à Alger, j'ai glané un peu d'argent, etc., puisque j'avais mes papiers encore. J'ai été au port, j'ai pris le bateau Marseille, le train directement à Paris. Paris, c'est à Clichy. Clichy, c'est le quartier de tous mes... Il y avait mon père qui était là-bas, Allah rahmou. D'où votre surnom, Voilà, alors Clichy. arrivé à Clichy... justement, c'était en 55, justement, en août 55. Et ben là, j'ai adhéré tout de suite. Il y avait une cellule du FLN. Et ben j'ai adhéré au FLN. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à 21 ans. Voilà, vous avez commencé à 21 ans, le 17 octobre 1961. Ça vous a marqué parce que vous avez été acteur, vous avez été sur place. Pardon. Alors, le 17 octobre, justement, quand j'ai adhéré au FLN en 55, ben, après, on m'a donné ce nom de Clichy, puisque c'est c'est le secteur, etc., le nom de Clichy. Et ben, il faut le dire justement, 55, 56 et 57, on a vécu là-bas dans des conditions très difficiles, parce qu'on avait des Algériens, il y avait l'histoire de Messali Hadj à l'époque, justement, le MNA comme on l'appelait, et notamment ils sont acharnés contre le FLN. Donc il y a eu une opposition entre nous, quoi, la FLN, MNA. Alors donc dans ce cadre-là, on a combattu justement ce contre-parti qui est contre la révolution. Et ben il y a eu quand même il y a eu des morts, il y a eu des blessés, ça c'est une lutte pour faire adhérer tout le monde au FLN. Et ben donc il y a eu la grève des 8 jours après, en janvier 57, la grève des 8 jours, qui a été décrétée ici par le comité de coordination et d'exécution justement du congrès de la Souma. Et ben on l'a appliqué chez nous, on l'a appliqué la grève des 8 jours. Les Algériens, pendant 8 jours, ils ne travaillent pas, mais nous, c'est pas comme en Algérie. Et ben là-bas, tout le monde travaille, il n'y a pas de chômeurs. Bon. Alors tout le monde travaille. Quand ils ont quitté pendant 8 jours justement et ils ne travaillent pas, et ben nous on a paralysé l'économie française. Toutes les usines, etc., ils étaient paralysés pendant 8 jours. Donc là, c'est une arme aussi, c'est une bataille. Il faut dire que la diaspora à l'époque était quand même assez importante, parce qu'il y avait plus de 350 000 Algériens à l'époque déjà qui travaillaient. Justement, c'est pour ça qu'il faut dire que ça, le 17 octobre, pour moi, c'est la dernière bataille. Bon, ça, la grève des 8 jours, c'est une bataille déjà. Ne pas travailler pendant 8 jours. Et les Français, pourquoi ils ne travaillent pas? Parce qu'ils demandent l'indépendance. Voilà, parce qu'il y a une révolution, ils demandent leur indépendance. C'est ça. Donc nous, cette grève des 8 jours, là, elle a été réussie quand même, malgré qu'on a eu quelques bricoles enfin, avec le mouvement de Messali Hadj. Mais quand même, ça a été réussi. Et après, tout le monde a adhéré justement au FLN. On a eu une masse, tout le monde a adhéré au FLN, donc on a démarré comme ça. Et bien, tout de suite après, moi, en janvier 58, j'étais arrêté par la police.
Ça, je n'ai pas arrêté par la police, torturé, etc. Après, et puis j'ai passé 3 ans de prison. 3 ans de prison, de 58 à janvier 61. Voilà, justement, je précise bien. Quand je suis sorti de prison, eh ben, j'ai repris mes activités. Cette fois-ci, ce n'est pas dans Paris Nord, c'est dans Paris Sud, justement. L'organisation m'a mis à Paris Sud avec la responsabilité du chef de zone. Après, j'ai pris 2 zones, justement. Et ben, donc, dans cette responsabilité de 61, en 61, il y a eu déjà des événements. Des événements, parce que j'ai pris la responsabilité d'une zone à l'époque, j'avais 12 000 militantes et militants, justement, dans mon effectif, quoi. Sans les connaître, mais je connais juste la hiérarchie, parce que nous, la structure, elle est faite vraiment à la Abban Ramadan, c'est ça lui, qui a donné la structure. Il y a le militant, la base, c'est le militant, la cellule, le groupe, la section, la qasma, la région et la zone. Voilà, donc c'est ça. Après, la wilaya. Voilà, c'est ça. Alors donc, on a vécu quand même cette catastrophe du 17 octobre. Alors en 61, je vais quand même venir justement. Auparavant, c'est-à-dire avant 61, déjà en 59, et il faut le dire, il y a eu les Harkis, ils ont ramené 500 Harkis d'Algérie. Pourquoi les 500 Harkis? Parce que le FLN, enfin la fédération du FLN en France, elle a déclenché un second front armé le 25 août 58. C'est celui-là qui a ramené le 17 octobre. Dans le sens, alors le second front armé, on dit le second 1er novembre, en France cette fois-ci. Et c'était l'idée de Abban Ramadan en 57 qu'il a donné des instructions à M. Omar Boudaoud, et bien donc, il lui a dit justement, il l'a désigné comme responsable du comité fédéral, et en lui disant, c'était en 57, en juin 57, je précise bien, parce que Abban Ramadan en décembre 57, il est mort en martyr, Marish. Et bien il lui a dit justement, vous allez coiffer le comité fédéral, mais la directive principale, pas écrite effectivement, il lui a dit, préparez-vous au moment opportun à transporter la guerre sur le sol de l'ennemi. Voilà. Alors c'est ça. Donc l'objectif premier, c'est de préparer une deuxième révolution en France. Le 25 août 58 à 0h, le second front armé a été engagé en France. Alors par les fidayines, les militants ils étaient formés, c'est des fidayines, c'est comment on les appelle, le groupe de choc à l'époque. Et ben, ils étaient formés, une quinzaine, ils étaient formés dans des, justement, je vais citer, justement, c'est au Maroc, ils étaient formés par les services du FLN, bien sûr. Ils étaient formés, quand ils sont revenus, et ben, on leur a dispatché justement leur action. L'action première, c'était le pétrole. Justement, ça, le congrès de la Soumam, d'après les écrits, d'après les témoignages, le congrès de la Soumam en 1956, la France a découvert le pétrole ici en Algérie, et ben donc le pétrole, il n'y a pas de raffinerie ici à l'époque, ils l'emmènent en France raffiné et il revient ici à l'armée française pour nous tuer. C'est notre pétrole, justement. Et voilà. Alors donc l'objectif premier, c'est ça. Alors on va marquer que finalement les événements se suivent, donc rien n'est venu par hasard, tout est organisé. Donc nous arrivons au 17 octobre, donc c'est la Fédération de France du FLN qui lance cet appel donc à tous les fidèles, à tous les Algériens établis en France, justement pour sortir, mais surtout pacifiquement, parce que ça a été une condition et ça a été strict de la part donc de la Fédération de France que les Algériens doivent être pacifiques et ne prendre aucune arme avec eux, justement pour ne pas donner encore une fois l'occasion d'être réprimés. Merci. Alors donc maintenant pour revenir à la manifestation du 17 octobre, mais la manifestation du 17 octobre, il a des origines. Alors le premier point, les origines justement, c'est le fameux second front armé, c'est le 25 août 58. Oui. Le 1er septembre 58 maintenant, parce que il y a eu un couvre-feu le 1er septembre 58 déjà. Alors pour les Algériens, ils ne sortent pas la nuit, etc. 3 ans avant le 17 octobre, justement. Alors ce couvre-feu qui a été décrété pour les Français musulmans algériens, le FMA. Alors donc nous, on ne l'a pas observé. Elle n'a pas été observée.
on est sorti, il n'y a pas eu de mort, mais il y a eu quand même des massacres. Ils rencontrent un Algérien dans la rue, la police et le massacre, etc., etc. Dans la foulée, ils ont même frappé les Espagnols, etc., qui ont le même temps que nous. Ça, en septembre 58, parce que c'est le premier couvre-feu, justement. Après, nous, on n'a pas tenu compte, justement. Le 15 septembre, il y a eu une action contre Jacques Soustelle, ministre de l'Information, par nos fidèles, justement, en plein place de l'Étoile. Donc ça aussi, c'est un événement qu'il faut relater. Et bien tout de suite après, le 19 septembre, qu'est-ce qu'il y a eu? Et bien le CCE, il s'est transformé en GPRA, gouvernement provisoire de la République algérienne. Le 19 septembre 58, que nos enfants ne connaissent pas justement cette structure-là. Alors donc, en septembre, hein, après, nous, les fidèles, ils ont continué leur travail normalement. On a attaqué justement les raffineries. Et en première cible, c'est les raffineries. Brûler le pétrole de chez nous là-bas, selon l'engagement de nos héros, justement. Et bien donc, on a continué notre action. En juillet 59, et ben, le monsieur Papon, là, je dis monsieur Papon par respect justement pour l'histoire d'ailleurs. Alors donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est un criminel, il faut dire le mot, parce qu'il était à Constantine déjà, 56, 57, 58, il était à Constantine, avec tout ce qui s'est passé à Constantine pendant les 3 années, de la Révolution, tout le monde le sait justement. Alors il a été ramené à Paris par Michel Debré, Premier ministre, et Roger Frey, ministre de l'Intérieur. Alors quand il a été ramené à Paris pour coiffer le département de la Seine, eh ben, Michel Debré lui a donné des instructions directes. Hein. Alors je vous ai ramené de Constantine à Paris, enfin je veux dire à la Seine, au département de la Seine, pour me nettoyer Paris des tueurs du FLN. Voilà, lui, bon, il est connu comme... alors donc... et lui, et Papon, à sa police, justement, il leur a dit, réglez vos comptes personnels. Avec les Algériens, vous êtes couverts par le pouvoir. Donc là, ça veut dire tuer et vous êtes couverts. Voilà, donc c'est comme ça. Et donc j'enchaîne maintenant. En 59, il y a eu les harkis, 500 harkis, qu'ils ont ramenés d'Algérie. Alors Raymond Montaner, il était ici à Salambier à l'époque, bien sûr. Alors donc il était responsable de la SAS, section administration spéciale. C'est lui qui a ramené les 500 harkis à Paris. Ils ont installé à Barbès, comme on dit, justement la Casbah de Paris. Et ben ils ont installé là-bas. Et les harkis, justement, on leur a dit, ils savent ce qu'ils doivent faire, parce que c'est un harki, on n'a pas à dire pourquoi. Et ben nous, nos fidèles, ils sont occupés d'eux. Alors donc on a eu la révolution et les déplacés là-bas en France, dans tous les domaines, en 60. Toujours en 59, hein, le 16 septembre 59, De Gaulle. Auparavant, il avait dit l'Algérie française Dunkerque amènera 7 en 58 quand il est venu au pouvoir. Et alors en 60, justement, en 59, il a changé l'autodétermination. Il a prononcé l'autodétermination le 16 septembre 59. C'est pour ça qu'il faut amener en 60. Il est venu à Intemouchen, De Gaulle, en tant que président de la République, bien sûr. Il a prononcé l'Algérie algérienne. Il a changé de disque encore. Alors l'Algérie algérienne. Allez, il y a eu des manifestations à Alger en décembre 60, etc. Et en 61, maintenant l'année charnière justement de notre révolution, c'était l'année 61. En 61, il a fait un référendum justement pour le peuple français. Est-ce que vous acceptez l'autodétermination que j'ai prononcée? Eh bien, il a obtenu une grande majorité que oui. Auparavant, vous dites que l'Algérie est française, maintenant elle n'est pas française. Alors, débarrassons-nous de cette Algérie, justement, les Français, hein, parce qu'ils ont dit que nos enfants meurent pour rien, etc. En bas, De Gaulle, il a pris contact avec le GPRA, justement, c'était le 30 mars 1961, il a pris contact avec le GPRA, un contact par le biais des Suisses toujours, et ben donc là où ils se sont mis d'accord pour entamer les négociations. C'est pour ça qu'on dit Évian 1 et Évian 2. Il faut qu'on suive les événements. Alors, Évian 1, donc c'est ça, et reprendre les négociations en 7 avril, ils vont commencer les négociations officielles. Et bien, donc, l'OAS qui a été créée en février, justement, 61,
Alors, ils étaient contre la politique de Gaulle et contre le FLN, effectivement. Et ben donc, l'OAS, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le 31 mars, ils ont été assassinés, le maire de Vian, Camille Blanc. Il a été assassiné en lui disant pourquoi vous avez accepté que les Fellagas viennent ici chez vous, etc., etc. Et ben donc, après, le mois de mai, il y a eu la reprise des contacts entre le gouvernement français et notre gouvernement. Alors justement, Mouhkich, excusez-moi, aujourd'hui on a quand même ce devoir de mémoire et vous avez consacré plusieurs publications, des livres justement pour écrire l'histoire. Et l'un de vos livres a été justement traduit cette fois-ci par le ministère, des Moudjahidines. Donc parce que vous l'avez donc l'édition originale elle est en langue française et donc le ministère des Moudjahidines l'a traduit en arabe. En langue arabe. Et justement, c'est un livre où vous relatez un petit peu tout le déroulement, les origines du 17 octobre, ce qui s'est passé donc avant, pendant et après. Et c'est donc une publication que l'on peut consulter aujourd'hui. Le livre, moi je l'ai écrit. Je ne suis pas un écrivain, mais un témoignage vivant. Voilà. Il fait 600 pages, mais il est documenté. Ce n'est pas que les écrits. Les documents depuis le congrès de la Soumam, tous les documents, je les ai mis à l'intérieur. Voilà, on peut les voir. Alors pour lui donner son... Et encore, il a été préfacé par Jean-Luc Nodi. Oui. Jean-Luc Nodi qui a écrit quand même 4 ou 5 livres, justement. Voilà le premier livre de Jean-Luc Nodi. Voilà, justement, La bataille de Paris. Voilà. Donc voilà. Voilà. Mais sinon, hier, ça a été donc la célébration ou la commémoration du 60e anniversaire. Donc, des massacres du 17 octobre 1961. Et il faut dire que le président de la République a donc décrété une minute de silence chaque année à 11 h, donc en mémoire de tous les martyrs, de tous ceux qui ont perdu la vie dans la Seine. Voilà. Vous-même, donc vous étiez hier lors de ces activités. Je suis content, puisque j'ai participé à tout ça. Mais maintenant, comment qu'il est venu le 17 octobre, justement, puisqu'on parle de tout ça maintenant. Alors, donc, les négociations, les contacts, ils étaient pris le mois de mai 61, jusqu'en juillet 61, ils ont interrompu parce que la France disait qu'on vous donne. Ça veut dire, on va parler de l'indépendance du nord de l'Algérie, mais le Sahara, on le garde. Et bien, les nôtres, ils ont quitté la table de négociation. Voilà. Et bien, donc, il y a eu, mais Papon, Michel Debré et Roger Frey, ils étaient acharnés justement contre la politique de Gaulle déjà. Justement, puisqu'il a fait même un attentat à De Gaulle déjà. Alors donc, ils ont décrété le deuxième couvre-feu à partir le 5 octobre. Le gouvernement français, avec justement Debré, etc., et ben c'est des criminels, justement. Alors, ils ont décrété le deuxième couvre-feu, cette fois-ci bien musclé. Ils ont préparé un millier de policiers, etc., etc. Et ben donc, nous... Qu'est-ce qu'on fait? Il fallait pas sortir à partir du 6 octobre de 20h à 5h du matin. Nous, parce que moi, comme j'étais responsable au niveau de la wilaya de Paris, justement, mais il faut que tout le monde le sache, le couvre-feu, il est concerné que Paris et les banlieues, c'est tout. Hein. Et que les Algériens. Et nous étions 80 000 militantes et militants. 80 000 militantes et militants, dont Paris et les banlieues à l'époque. Quand même, c'est une force très, très, très... Alors, ils étaient tous sensibilisés. Quand on a reçu les ordres, justement, nous, on a écrit à nos responsables, ils nous ont répondu dans les jours qui suivent, le 17 octobre, tout le monde doit sortir dehors, hommes, femmes, enfants, les poussettes, etc. Mais marche pacifique uniquement, sans crier, sans slogan, sans rien du tout. On marche, puisque vous dites que nous étions en français. Je sors la nuit pour aller au restaurant, pour aller au cinéma, etc., etc. Et bien, mais Papon, il a préparé son armada, justement, pour faire face, justement, à cette sortie immense. Et bien, donc, le massacre est connu maintenant. Il est reconnu même par l'ancien président de la République, François Hollande. Le 17 octobre 2012, François Hollande a reconnu officiellement justement, ce massacre du 17 octobre, il a rendu hommage à toutes les victimes, civiles et militaires. Parmi, justement, ces massacres, voilà, il y a une symbole, Fatima Abdar, la symbole, justement, Fatima Abdar, une lycéenne de 15 ans, elle n'a pas échappé. Elle n'a pas échappé. Voilà, justement, ça, c'est pour nous, elle symbolise justement. Voilà. L'icône, justement, du 17 octobre, elle n'avait que 15 ans. Elle est sortie avec son cartable d'un lycée. Il a été, justement, il habite la banlieue de Paris, bien sûr,
Astin, et ben, elle a été à Paris, elle a été prise comme tout le monde, jetée à la Seine, etc. Voilà, elle symbolise pour nous on dit Hassib Mbouali de l'immigration. Voilà, de C'est ça. l'immigration, effectivement. On le dit d'une manière. Markéchi, voilà. Eh ben, voilà, Markéchi, correct. merci beaucoup. Il faut dire que le devoir de mémoire continue. On rend encore une fois hommage à Jean-Luc Einaudi et à tous ceux donc, qui Mais ont épousé la cause algérienne. mademoiselle, Oui, la je vous en prie. conclusion, ce 17 octobre 61, si on l'a célébré cette année vraiment parce que c'est le 60e anniversaire, et ben, les résultats justement, le 28 octobre 1961, De Gaulle a demandé la reprise avec le gouvernement algérien, le gouvernement président. Et les négociations, ils ont repris le 28, 29, et après la suite, justement. Et le 1er novembre 58, et ben Ben Khaddallah, à partir de Tunis, justement, il a demandé à tous les détenus algériens, parce qu'il y a 15 000 détenus pendant cette manifestation-là, 15 000 détenus, il a demandé à faire la grève de la faim dans les prisons et les camps. Il y a eu quand même 20 jours de grève de la faim. Et ben les négociations, ils ont repris normalement jusqu'au 19 mars, jusqu'au 17 mars 62. Alors 5 mois de négociations, etc., etc. Donc le 17 mars, c'est la fin des négociations, les accords d'Ivry étaient ficelés. Le 18, la signature, et le 19, c'est le cessez-le-feu. Justement, le 19 mars, c'est l'opposé du 1er novembre. Le 1er novembre, il l'a allumé, et le 19 mars, elle l'a éteint. Et en juillet, l'Algérie a recouvert son indépendance depuis 1830. Voilà. Ah ben voilà. Merci beaucoup, Markéchi, d'avoir été parmi nous ce matin. Le devoir de mémoire continue, il faut le dire. Donc, les historiens continuent à écrire cette histoire, justement, grâce à vous, grâce à vos témoignages. Merci beaucoup, Markéchi. On continue quand même avec cet hommage à tous ceux qui ont donc milité pour l'Algérie, qui ont milité pour la cause algérienne, et beaucoup de personnes donc de d'autres nationalités hors la nationalité algérienne ont aussi plaidé la cause algérienne. Jacques Vergès donc est l'un de ces résistants qui avait donc des convictions anti-coloniales, avocat. Donc c'est un hommage que Sophia Chouban lui a rendu dans ce reportage, et on se retrouve juste après. Évoquer Jacques Vergès, c'est quelque peu rappeler l'histoire d'un homme devenu célèbre en raison de son engagement pour l'indépendance de l'Algérie. Pendant la guerre d'Algérie, par exemple, quand il y avait des procès de ce que les tribunaux appelaient des terroristes, ce que je voulais obtenir des magistrats, des juges, c'est qu'ils comprennent que c'était l'arme que les militants étaient forcés d'utiliser pour conquérir ce qui était leur dû, ce qui était leur droit, c'est-à-dire l'indépendance nationale et la dignité. Les convictions anticoloniales de cet avocat franco-algérien ont fait de lui le défenseur de la cause nationale et de ses militants, notamment celle de Djamila Bouhirt, condamnée à mort, puis graciée. J'ai été à Alger pour un certain nombre de confrères français appartenant à des partis de gauche ou d'extrême gauche qui plaidaient pour les militants du FLN. Et c'est à ce titre que je suis allé à Alger la première fois. Et il se trouve que quand je suis arrivé, c'était la première affaire qu'on m'ait confiée, c'est celle de Djamila Bouhirt. Et à ce moment-là, j'ai compris que cette révolution n'était pas étrangère, que c'était mon affaire aussi. Et donc, entre nous, ça a été un accord complet. Maître Vergès s'installe en 1962 à Alger, prend la nationalité, puis devient chef de cabinet du ministère des Affaires étrangères du premier gouvernement algérien. Tout au long de sa carrière d'avocat, il eut à défendre des personnalités de haut rang. Loué et critiqué à la fois pour ses conceptions très personnelles d'une défense à outrance pour les causes justes des opprimés, Vergès s'est forgé une personnalité d'avocat brillant et redouté. C'est peut-être mon origine. Ma mère était vietnamienne et mon père était de l'île de la Réunion. J'ai passé toute mon adolescence dans une vieille colonie française, la Réunion. C'est cette formation qui a fait que je me suis senti tout de suite de plein pied avec les frères algériens. Auteur de plusieurs ouvrages et de publications, Feu Maître Vergès a été un immense avocat qui s'est voué sans relâche à la défense de la dignité. Il tire sa révérence à 88 ans, un 15 août 2013. Rappelons en outre que celui qu'on dénominait Mansour reste dans les annales de l'histoire d'une Algérie souveraine et indépendante.
صوت الأحرار ينادينا للاستقلال ينادينا للاستقلال لاستقلال وطننا ينادينا للاستقلال لاستقلال وطننا تضحيتنا للوطن خير من الحياة أضحي بحياتي وبمالي عليك أضحي بحياتي وبمالي عليك يا بلادي يا بلادي أنا لا أهوى سواك قد سلت الدنيا فؤادي وتفانى في هواك قد سلت الدنيا فؤادي وتفانى في هواك كل شيء فيك ينمو حبه مثل النبات يا ترى يأتيك يوم تزدهي فيه الحياة يا ترى يأتيك يوم تزدهي فيه الحياة من جبالنا طلع صوت الأحرار ينادينا للاستقلال من جبالنا طلع صوت الأحرار ينادينا للاستقلال ينادينا للاستقلال لاستقلال وطننا ينادينا للاستقلال لاستقلال وطننا أيها الشبان قوموا بالأعمال الصالحات وابذلوا النفس النفيسة بمعجزة الحياة وابذلوا النفس النفيسة بمعجزة الحياة نحن صور بك دائر وجبال راسيات نحن أبناء الجزائر. Retour sur le plateau, bonjour et bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Alors vous savez, ce soir c'est Laylat al-Mouloud, c'est cette fête donc spirituelle où l'on célèbre la naissance du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Alors plusieurs façons de célébrer le Mouloud, notamment les plats, les mets, la famille qui se réunit, mais aussi les pétards, les feux d'artifice qui font beaucoup de dégâts. Donc généralement c'est une soirée, le lendemain les hôpitaux sont un petit peu surchargés par ces accidents donc, qui peuvent arriver lors de cette fête. Et nous en parlons ce matin en compagnie du docteur Mustafa Chawki Ben Mansour. Bonjour docteur. Bonjour. Bienvenue à vous. Bonjour, merci. Alors vous êtes maître assistant au service des enfants brûlés. C'est ça, le HSD brûlé, clinique Claudine et Pierre Chollet à l'Alger Centre. Voilà, et justement, alors parlons de ce genre d'accident. Généralement, quand on a ce genre de petits accidents à la maison, on prend en charge d'abord à la maison. Mais pour cela, il faut avoir une boîte à pharmacie. Que doit contenir cette boîte à pharmacie? C'est Mounia Ouitis qui nous en parle. Bonjour Mounia. Bonjour Nour. Comment ça va? Très bien, merci. Très bien. Alors, on prépare ce soir le Mouloud. Bah oui, bien on sûr. va en parler dans un petit moment. Voilà. Alors, docteur, il faut dire que chaque année, donc, vous recevez lors de cette fête beaucoup de personnes qui ont eu donc, ce genre d'accidents. Donc, quels sont généralement les accidents qui reviennent le plus souvent en cette fête? Alors, nous avons deux sortes d'accidents. En fait,
Les plus dangereux, c'est ceux qui sont à domicile. Bien sûr, comme c'est une fête, il y a la fête à la cuisine, donc il y a les ébouillantements, évidemment par les sauces et tout. Et la deuxième, qui est aussi très grave et qui est de plus en plus, qui est très fréquente, c'est les brûlures dues aux produits pyrotechniques. Les jeux, c'est-à-dire les pétards, les feux d'artifice, et qui provoquent des accidents parfois très graves, des brûlures deuxième, troisième degré, voire même parfois des amputations de membres, parce que en fait, vous savez, les enfants ils sont inconscients et laissés seuls, ils peuvent tenir des pétards. Par exemple, surtout maintenant, c'est pas des petits pétards comme avant. Ils les tiennent dans leurs mains et puis quand ça explose, ça fait des dégâts terribles. Bien sûr, c'est pour ça que je dis toujours, ce genre de produit ne doit pas être entre les mains des enfants, il doit toujours y avoir un adulte qui surveille, si ce n'est, voilà, s'il faut même éviter d'en acheter, c'est mieux. Voilà, et puis il faut dire, on les a vus, hein, d'ailleurs les enfants, docteur Mounia, on les voit un petit peu dans les quartiers, dans les rues, ils se lancent les uns contre les autres, ce genre de jeu, donc ce qui devient encore plus dangereux. Alors non seulement il y a cette inconscience que les enfants gardent en main, donc tout ce qui est pétard, etc., mais ils se lancent les uns contre les autres. Oui, vous savez, ils se lancent et ça peut provoquer des brûlures graves. Moi, personnellement, j'ai reçu il y a quelques années un enfant. Des petits camarades lui ont balancé un pétard sur ses vêtements. Et comme les vêtements, c'est souvent du polyester, eh bien, c'est à base de pétrole, c'est un dérivé de pétrole. Donc, ça brûle. Le pauvre, il est venu brûler avec une brûlure à 20% et il est resté 3 mois à l'hôpital, alors que c'était une fête. C'est très, très dangereux, vous savez. C'est des jeux, les enfants ne peuvent pas savoir, ils sont inconscients, c'est leur âge. Mais ils doivent être encadrés par des adultes. Un parent qui achète à ses enfants des produits pyrotechniques dangereux, il doit au minimum surveiller, encadrer, s'assurer que ça soit fait dans de bonnes conditions, au minimum. Bien sûr, l'idéal, c'est de ne pas acheter ce genre de produits, parce qu'à la base, ça doit être utilisé par des adultes. Mais les brûlures, vous savez, des brûlures de 2e degré, 3e degré, vous savez, la fête, c'est une fête, les familles, c'est une soirée de fête, les enfants jouent. Mais en cas de brûlure, vous savez, les séquelles sont à vie. Un enfant, c'est un être en croissance. Donc, alors, ce sont des séquelles non seulement physiques, mais aussi psychologiques. Oui, psychologiques. Même les séquelles physiques, les séquelles des brûlures, les séquelles psychologiques font partie des séquelles des brûlures. Vous savez, un enfant qui est brûlé, c'est à vie. Vous savez, il a sa croissance, ça peut retentir s'il a des brûlures au niveau de la face, des mains, il peut perdre l'œil. On a eu des enfants qui ont perdu un œil. Je ne vous parle pas ensuite. Si bien sûr, au-delà d'un certain pourcentage de brûlure, ça nécessite une hospitalisation, avec les risques de la brûlure. Vous savez, une brûlure, c'est quoi? C'est une destruction de la peau plus ou moins complète. Pour ce qui nous concerne, c'est par des flammes, par une cause thermique. Et lorsqu'il y a destruction de la peau, il y a une perte de la barrière qui protège le corps, des organes du corps. Donc, automatiquement, il y a non seulement des pertes des fluides corporels, mais en plus une entrée des germes, donc ça peut provoquer des septicémies, des chocs septiques. On a eu des patients qui sont décédés de chocs septiques avec des petites pertes de substances, parce que c'est une porte d'entrée. Voilà. Alors docteur, justement, dans ce sens, parfois c'est-à-dire, j'ai envie de dire que si l'enfant donc subit ce genre d'accident, si on va directement à l'hôpital, donc il est bien pris en charge par des professionnels, mais sinon, parfois, ce genre d'accidents sont aggravés déjà à la maison, parce qu'il y a de mauvais gestes qui sont donc faits par les mamans, par les papas, donc par les voisins aussi parfois. Donc on a envie d'intervenir très vite et finalement... Vous savez, le geste le plus simple, bizarrement, est le moins utilisé. Lorsqu'on est en contact d'un produit chaud, la première chose qu'on fait, c'est on refroidit. Et la chose la plus simple, c'est l'eau du robinet, qui est une eau traitée, qui est traitée avec du chlore, donc elle est propre. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est refroidir à l'eau à température à 15 degrés, c'est l'eau du robinet. Voilà, c'est pendant 15 minutes, à une hauteur de 15 minutes. Ça veut dire qu'il ne faut pas que ce soit un jet trop fort. Et la règle des 15. La règle des 15, voilà. C'est une règle connue. La règle des 15. Voilà, et ça permet de refroidir la brûlure. Parce qu'en fait, la chaleur, quand elle persiste, plus elle dure longtemps sur la plaie, et plus la brûlure peut devenir profonde. Donc la première chose à faire, c'est refroidir la brûlure, avec de l'eau, tout simplement de l'eau. Ni du beurre, ni de l'huile, ni du café. Alors le dentifrice, c'est classique parce qu'en fait, il y a le produit mentholé qui donne une sensation de fraîcheur. Mais c'est traite parce qu'en fait, nous,
pour reconnaître la profondeur de la brûlure, on doit voir, il y a la coloration Oui. de la plaie. Donc, ils mettent du dentifrice ou bien un produit, par exemple, de l'éosine Café aqueuse, aussi. donc c'est rouge, ou un produit qui colore la plaie. Une fois qu'ils arrivent aux urgences, hop, on ne peut pas savoir la profondeur de la brûlure. Et c'est très important, parce qu'une brûlure du premier degré, du deuxième degré ou du troisième degré, c'est pas pareil. N'est pas prise en charge de la même manière, C'est effectivement. pas la même manière, c'est pas la même gravité. Même l'étendue, lorsque par exemple il y a une personne qui a 30% du corps qui est brûlé au premier degré, ce n'est pas comme si c'était au deuxième degré ou au troisième degré. Par exemple, 10% on hospitalise quand c'est une deuxième degré, voire plus. Mais quand c'est du premier degré, on peut faire des soins à domicile. C'est très important, donc les parents, la première chose, ils refroidissent dans l'eau du robinet. S'il n'y a pas, ils prennent de l'eau avec une bouteille et ils versent. En ce moment, s'il n'y a pas d'eau, l'essentiel c'est de refroidir pendant 15 minutes. Ça peut passer lent. Ensuite, ils mettent dans du linge propre, humide, et ils l'emmènent au service des urgences où il y a des chirurgiens qui sont formés pour faire les premiers soins. Et puis, si ça nécessite, ils nous adressent au service des brûlés. Voilà, alors en attendant de s'adresser au service des brûlés, il y a quand même des parents qui sont bien informés et qui sont surtout bien équipés à la maison. Et c'est ce qui est recommandé d'ailleurs, Oui, d'avoir c'est une vrai, boîte à bien sûr. pharmacie chez soi. Généralement, c'est la première chose à laquelle on pense lorsqu'on Exactement. s'installe. Alors, la boîte à pharmacie est très importante, particulièrement lorsque nous avons des enfants. Mounia, aujourd'hui, c'est le sujet que tu as choisi pour nous. Bah, justement, pour parer aux petits bobos du quotidien, pas besoin d'aller voir les petits. Je le dis bien, les On petits insiste. bobos. Petit. Pas besoin d'aller chez le médecin ou aller dans une pharmacie, surtout si on a une boîte à pharmacie qui est bien garnie, on va dire, bien équipée. Alors je vais commencer par quelques parties. Tout d'abord les médicaments et ensuite les ustensiles. Et puis vous me direz si j'ai raison ou si j'ai tort, vous me corrigerez. C'est la maman qui parle, Voilà. d'abord. Et tout d'abord, donner un conseil, c'est toujours dire pendant la consultation, la première consultation, on va dire chez le pédiatre, demander une liste de médicaments qu'on pourrait avoir à la maison, les médicaments qu'on peut avoir sans ordonnance à la maison. Ce serait toujours bien de le demander au médecin sans aller acheter seul. Le médecin pourrait vous orienter à peu près, vous donner les médicaments qu'il faut. Alors le premier médicament, le premier médicament qu'il faut avoir à la maison, bien sûr, c'est un antipyrétique. Vous êtes d'accord? Oui. Pour les douleurs et les fièvres. Surtout quand on a un petit enfant à la maison. Donc pour les douleurs et les fièvres, un antipyrétique, du paracétamol en général, c'est ce qu'on a à la maison, sous forme soit de sirop ou de suppositoire, bien sûr selon le poids de l'enfant. On a le médicament selon le poids de l'enfant. Ensuite, un antidiarrhéique. Alors, un antidiarrhéique, il y a plusieurs antidiarrhéiques. Il y a ceux qui ralentissent le transit et ceux qui réhydratent. Après une diarrhée, bien sûr, il faut toujours réhydrater. Donc, avoir un antidiarrhéique à la maison et aussi ce qu'on appelle les SRO, les sachets de réhydratation orale. Oui, Qu'on mélange avec, qu'on mélange avec de l'eau, c'est toujours bon d'en avoir. Un antiémétique ou un anti-vomitif, quand on a un enfant qui vomit, bien sûr. Donc toujours demander au médecin d'abord si votre enfant est en âge de prendre ce genre de médicaments, bien sûr. Alors, des dosettes de sérum. Il faut toujours avoir des petites dosettes de sérum, surtout pour nettoyer le nez, par exemple, pour nettoyer les yeux, voilà, exactement, pour nettoyer les yeux et le nez, des petites dosettes de sérum. Et bien sûr, la petite dosette, une fois ouverte, on ne la réutilise plus. Vous êtes d'accord? Elle est à jeter, exactement. À usage unique. Voilà, c'est des dosettes à usage unique. Sinon, moi, j'ai une petite astuce que je fais à la maison. C'est une bouteille de sérum avec une seringue. Donc, je prends le sérum avec la seringue, j'enlève l'aiguille, bien sûr, pardon. J'enlève l'aiguille et pour nettoyer le nez, c'est beaucoup plus simple. Donc, on introduit dans une narine et on fait sortir de l'autre narine. Petite astuce, parce que les petites dosettes sont un petit peu petites quand l'enfant prend de l'âge et c'est pas évident de nettoyer le nez avec ce genre de choses. C'est plus économique également. Exactement. Alors. Puis des pastilles pour la gorge? Des pastilles pour la gorge, ça c'est pour les adultes. Oui, surtout. Allez, entre parenthèses. Voilà, surtout. Alors, un antiseptique sans alcool pour les enfants, pour nettoyer les plaies, bien sûr. Du gel d'arnica. Ça, par contre, il faut avoir un stock. Ah oui, parce que les enfants, dès que ça commence à marcher, ça commence à crapahuter partout. Oui. Ça se fait pas mal de petits bobos. Donc, un antiseptique sans alcool pour les enfants. Une pommade à base d'arnica ou un gel à base d'arnica pour les bleus et les petites bosses. Jusque-là, ça va? Oui, ça va. Très bien. Alors, une crème anti-brûlure.
Enfin, la crème, elle est bien connue, la crème anti-brûlure. Bien sûr, les brûlures, mais vraiment superficielles. Premier degré. Voilà, brûlure vraiment superficielle, sinon toujours consulter un médecin quand notre enfant se brûle. Une crème solaire, c'est toujours bon d'en avoir à la maison avec un indice élevé, à partir de 50 à peu près, surtout pour les jeunes enfants, surtout si on part en week-end par exemple et on s'expose au soleil. Alors, un produit répulsif à insectes. On en a tous besoin à la maison, surtout pendant la période estivale. Il y a beaucoup de moustiques et les moustiques tigres. Et si votre enfant se fait quand même piquer, vous avez des crèmes apaisantes contre les piqûres d'insectes. Mais bien sûr, toujours demander à votre médecin. C'est fait en général à base de plantes, à base d'huile essentielle. Mais certaines huiles essentielles sont déconseillées aux tout petits. Pour les enfants de moins de 6 ans déjà. Exactement. Pour moins de 3 ans. Exactement. Donc toujours demander avant d'acheter. Donc, enfin, tout ça, c'est les médicaments qu'il faut avoir. J'en ai oublié un, non. Non, grosso modo. C'est le plus important, voilà, le plus urgent, on va dire. Il y a aussi les compresses. Là, c'est le matériel. C'est le matériel. C'est le matériel. C'est mon côté chirurgien qui... Justement, nous allons passer au côté matériel. Alors, des pansements, bien sûr, soit prédécoupés, soit en rouleaux, les rouleaux de sparadrap. Les pansements avec les héros imprimés. Voilà, colorés. On dirait que les enfants font exprès de se faire blesser juste pour avoir un petit pansement. Exactement. Donc, si vous les avez en rouleau, bien sûr, un ciseau à bourran pour pouvoir les découper. Des bandes de gaz de différentes tailles, des compresses stériles, justement pour pouvoir nettoyer les petits bobos, du gel désinfectant pour se désinfecter les mains, surtout si on n'a pas d'eau, pour pouvoir soigner les petites plaies. Une paire de gants à usage unique, c'est toujours utile d'en avoir, on ne sait jamais. Des petits ciseaux, on l'a déjà dit. Donc, une pince à écharde ou une petite pince à épiler, ça peut être utile, soit pour enlever les échardes ou bien sûr, quand on va à la plage, il y a des oursins, enlever les petits pics des oursins. Et le plus important, je l'ai laissé pour la fin, bien sûr, le thermomètre qu'il faut impérativement avoir à la maison quand on a un bébé ou un enfant en bas âge. On a plusieurs maintenant sortes de thermomètres sur le marché, surtout avec la pandémie de la Covid. Donc, du coup, on a le thermomètre rectal, qui est le plus fiable, n'est-ce pas, docteur? Oui, c'est vrai. Et le thermomètre frontal. Et bien sûr, un mouche-nez. Un mouche-nez, il y a deux sortes de mouche-nez. Vous avez le mouche-nez avec le petit tube que vous allez aspirer, mais il y a un petit filtre qu'il faut changer à chaque fois et nettoyer. Et bien sûr, ne pas oublier le filtre, sinon vous allez tout avaler. Vous avez aussi les mouche-nez en forme de poire, par exemple, aussi. Qu'il faut toujours, bien sûr, laver. Même le thermomètre, surtout rectal, il faut toujours le nettoyer après utilisation. Alors, pour les règles, quelques règles à respecter, bien sûr. Comment conserver les médicaments? Alors, il faut toujours lire l'emballage et surtout la notice pour savoir comment conserver ces médicaments. Il faut bien sûr, la majorité des médicaments, il faut les conserver à l'abri de la lumière, de la chaleur, de l'humidité, dans un endroit sec, bien sûr. Et il y a certains médicaments qui doivent être conservés au frais, au réfrigérateur. Et justement, si vous avez l'intention de partir en week-end, en voyage, vous conservez vos médicaments dans un sac isotherme et non pas dans le coffre, mais dans l'habitacle, parce qu'il fait plus chaud dans le coffre. Donc, le mettre dans l'habitacle. Et vous pouvez avoir les petits pains de glace, qu'on appelle les pains de glace, qu'on mettra à l'intérieur s'il y a des médicaments qui doivent être réfrigérés, bien sûr. Alors, après la conservation, il y a d'autres conseils aussi, c'est trier les médicaments. Il faut toujours trier ces médicaments dans sa pharmacie. 3 fois par an, on va dire 2 à 3 fois par an, vous allez tout trier, voir ce qui est périmé, ce qui est périmé donc à jeter ou à mettre de côté. On verra si on peut le jeter ou pas. On mettra de côté tout ce qui est périmé, on peut plus l'utiliser. Bien sûr, tout ce qui est collyre et puis antibiotiques en suspension imbuvable. C'est à ne pas conserver après utilisation, s'en débarrasser. Il y a aussi une astuce qu'un médecin m'avait donnée, c'était les antibiotiques en poudre à mélanger avec de l'eau. Si l'antibiotique il est blanc, la poudre elle est blanche, quand on le mélange avec de l'eau, c'est toujours blanc. Mais une fois qu'elle change de couleur, on va dire si ça vire au jaune, au beige, il faudrait s'en débarrasser parce qu'elle n'est plus vraiment bonne n'est plus vraiment utile, ne garde plus ses propriétés. N'est-ce pas, docteur? C'est le médecin qui l'avait dit. Il faut faire attention à ce genre de médicaments. Il faut dire, pour ce genre de médicaments, généralement, c'est une petite quantité. Lorsque le médecin nous prescrit ce genre de médicaments, généralement la cure, on termine le médicament. Oui, mais si c'est mal conservé pendant la cure, justement, si ça tourne
tourne, la couleur tourne, vaut mieux prendre un autre flacon. Et puis tous les sirops, en général, tous les sirops, il faut les garder maximum 2 mois. Une fois ouverts, c'est 2 mois après, on s'en débarrasse parce que ce n'est plus utile. Alors, conservez bien sûr les emballages, toujours la notice et l'emballage pour voir la date de péremption, et puis se rappeler quel médicament pour quelle personne de la famille, justement, parce qu'on ne sait pas forcément à qui ce médicament a été prescrit, parce que souvent on se retrouve avec des plaquettes en vrac à l'intérieur de la pharmacie. Et puis aussi, pour se débarrasser de ces médicaments, il ne faut pas les jeter dans les toilettes, par exemple, ou les jeter dans la poubelle. Pour les toilettes, c'est pour protéger aussi l'environnement. Dans la poubelle, parce qu'on risque des animaux risquent de les ingérer, peut-être des enfants, peut-être des adultes aussi. Donc il faut faire attention, soit se renseigner auprès de son médecin pour savoir où est-ce qu'on pourrait se débarrasser de ces médicaments. Et puis dernier conseil, toujours garder son carnet de santé et de vaccination près de soi. Quand on se déplace ou on va en voyage, toujours garder le carnet de santé de votre enfant. On ne sait jamais, tout peut arriver. Vous avez son carnet qui est près de vous. Voilà. Merci beaucoup, Mounia, pour tous ces conseils, surtout l'importance d'avoir une boîte à pharmacie, surtout bien garnie. Voilà. Pour tout bobo très, très urgent. Merci beaucoup. Merci, Mounia. Garder de porter des enfants. Exactement, surtout. Mounia, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre thématique, Inch'Allah. Merci encore une fois, docteur. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. On rappelle, docteur Mustafa Chawqi Ben Mansour, vous êtes maître assistant au niveau du service des enfants brûlés. Merci encore une fois. Moi, je souhaite bonne fête à tous nos compatriotes et j'espère une bonne fête et qu'ils soient prudents pour leurs enfants. Pas d'accident. Inch'Allah. Merci beaucoup. Et on continue, nous allons nous retrouver dans un petit moment pour la suite de notre émission. Mais avant cela, ce sera une balade dans la ville d'Alger à travers ces images. On se retrouve juste après. Enfin, une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les mains à faire. Et de retour, et cette fois-ci, nous allons parler d'un sport cérébral qui reste quand même une passion pour beaucoup de nos jeunes. Et les bienfaits de ce sport cérébral sont aujourd'hui prouvés. Il s'agit des jeux d'échecs. Nous en parlons ce matin avec un jeune passionné, Diboun Ryan. Bonjour Ryan. Bonjour. Marhaba. Ça va. Ça va, vous allez bien? Très bien, alhamdoulilah. Les échecs, ça se passe bien? Ça va très bien pour l'instant. Alors, nous sommes une association qui organise des tournois d'échecs. Alors, on va en parler dans un petit moment. Mais sinon, nous allons parler aussi d'une autre passion, mais cette fois-ci qui a trait à la science, puisque nous allons faire un petit tour dans l'espace. Ce matin, ce sera en compagnie de notre invité, M. Djouna Ibn Aïssa. Bonjour.
Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la science, nous allons nous intéresser à l'espace et particulièrement à Lucie. Lucie, c'est une sonde spatiale qui a été envoyée il n'y a pas longtemps, donc c'était le samedi 16 octobre par la NASA. C'est pour étudier 7 astéroïdes. À cet astéroïde primitif. Voilà. Et nous allons revenir sur ce sujet. Mais avant cela, Ryan, donc, vous faites partie de cette association des échecs. Mais avant de parler de cette association, vous êtes jeune, vous avez quel âge 24 ans. 24 ans. Alors à 24 ans, à quel âge vous avez commencé les jeux d'échecs Pour être correct, j'ai commencé à apprendre à jouer dès le plus jeune âge, quand j'étais enfant, mais c'était pas au niveau compétitif. C'était pas j'étudiais pas les... Mais après, récemment, l'an dernier, j'ai joué comme ça un tournoi avec des amis. J'ai remarqué que j'avais un niveau très très bas. J'ai compris que j'avais rien compris sur les échecs. Ça j'aime bien, j'ai compris que j'ai rien compris. C'est ça le truc. C'est toujours comme ça aux échecs. Même plus on avance, plus on comprend qu'on n'a rien compris. Exactement. Et ensuite, c'est un paradoxe, dès l'an dernier, j'ai commencé à regarder quelques vidéos, lire quelques livres sur les échecs. Ça m'a beaucoup plus passionné. Et donc, vous avez intégré cette association là où vous développez un petit peu vos compétences par rapport au jeu d'échecs. On développe les compétences et on aide aussi d'autres jeunes qui veulent participer à des tournois, vu que souvent les tournois, il ne faut pas être membre d'un club pour y participer. Mais dans notre tournoi qu'on organise, c'est plus une opportunité pour ces jeunes qui jouent sur Internet ou qui jouent comme ça entre amis, peu importe où, à venir comme ça vivre l'expérience du tournoi. D'accord. Donc voilà, en même temps on leur offre une visite comme ça sur un lieu touristique quelconque. Par exemple, on est parti faire un tournoi au fort de Temmenfaust. On est parti au Palais du Dey, à la Casbah, une bibliothèque, etc. Et on prévoit d'organiser... C'est agréable, ça. Hein. Exactement. Et en même temps, c'est pour les petits, comme ça, pour qu'ils découvrent non seulement nos lieux touristiques, et ils jouent aux échecs tout en même temps. Voilà. Alors Ryan, ça fait quand même une année que vous avez intégré un petit peu cette association, là où vous êtes en train de développer réellement vos compétences. Vous avez un projet comme ça particulièrement par rapport au jeu d'échecs? Vous avez un objectif particulier? Eh bien, comme je vous l'ai expliqué, c'est surtout pour agrandir la communauté des échecs, la faire revivre, parce que c'est une communauté mondialement reconnue, très grande sur n'importe quel sport ou sur n'importe quel jeu. Une communauté de plus de 600 millions de personnes. Et donc, on veut revivre ça en Algérie. Parce que souvent, c'est limité qu'au club, c'est limité qu'à des personnes très casées, ils ne jouent pas ça pour se faire plaisir. Ils veulent faire ça comme un sport national ou quelconque. Mais nous, on veut faire ça juste dans un cadre très chill, comme on dit. Très calme, très détendu et accessible à tout le monde. Voilà, donc finalement, vous voulez juste vivre la passion telle qu'elle est. Et revivre la communauté, comme on dit. Voilà. Et peut-être on verra où cela nous mènera. Alors justement, Ryan, faire vivre un petit peu cette communauté, donc vous êtes en contact un petit peu avec plusieurs passionnés ici en Algérie, à l'étranger, puisque vous passez donc par les réseaux sociaux, puisque vous créez un petit peu, vous élargissez cette communauté aussi à travers les réseaux sociaux, à travers Internet, YouTube, etc. Et donc cette passion, vous la vivez ensemble. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté de plus? Donc son impact, parce qu'on sait que c'est d'abord un sport cérébral qui a prouvé aujourd'hui tous ses bienfaits. Exactement. Les échecs, dans la vie quotidienne, il y a beaucoup de bienfaits. Ça nous aide à avoir un meilleur recul sur nos choix, une meilleure vision des choses, une meilleure façon d'aborder un problème. Et d'accepter nos erreurs surtout. Surtout pour les enfants qui apprennent à accepter leurs erreurs dès le plus jeune âge. Après, ils vont grandir avec un certain raisonnement pour qu'ils... assez mature, on va dire. Assez réfléchi et un raisonnement correct. Assez... Bon, pas tout à fait correct, façon de parler.
Mais À la limite, la correction, on essaie quand même de se corriger, de s'améliorer. voilà, exactement. On cherche à s'améliorer, exactement. Et aussi à accepter nos problèmes, surtout ça. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes là parmi nous. C'est une invitation que vous lancez aux jeunes d'adhérer un petit peu à cette passion. S'ils veulent bien, s'ils sont vraiment passionnés, bien sûr. Et s'ils veulent venir, marhaba bihom. Marhaba bihom. Alors, vous avez dit que lorsque vous allez dans des tournois, donc vous allez faire des petites visites touristiques, n'est-ce pas? Oui, Et, on ça- donne des visites comme ça. Voilà. En plein tournoi, après, on a une pause, on fait le tour du lieu touristique, d'un site ou comme au fort de Tamafoust. On fait un tour, ils découvrent avec un guide touristique. Et Ça vous dit aujourd'hui d'aller faire un tour du côté de l'espace? du côté de l'espace. Ah oui, Nous avons un guide touristique de l'espace ici sur le plateau, vous ah, c'est savez? intéressant. Ben voilà. Je suis vraiment intéressé par ce qu'on Alors justement, pourquoi je vous propose ça? Parce que tout simplement, notre invité, M. Junay Ben Aïssa, lui qui est... Baba Issa, lui qui est donc au niveau du CRAG, et aujourd'hui il va nous parler un petit peu de l'espace. Voilà, c'est pour ça que je vous fais cette proposition. C'est intéressant, hein? C'est très intéressant. Voilà. Alors, on revient un petit peu à cette, encore une fois, initiative scientifique pour étudier ces astéroïdes, donc au nombre de 7. Ce sont des astéroïdes primitifs. Alors, tout d'abord, Monsieur Junay, pourquoi on les appelle ainsi? Pourquoi ils ont cette dénomination d'astéroïdes primitifs? D'accord. Il faut savoir que tout au début du système solaire, donc il y a eu l'accrétion, la naissance du Soleil, et donc il y avait de la matière qui s'est agrégée, donc ça a formé les planètes, et la matière qui est restée, donc c'est en général c'est les petits comment dirais-je, les petits corps célestes qui c'est les astéroïdes. Et donc ces astéroïdes ont gardé les traces de la naissance du système solaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'évolution. Par exemple, la Terre a évolué. Pourquoi? Parce qu'il y a la pluie, la neige, les vents, etc. Donc, elle est en perpétuel changement. Alors que les astéroïdes, ils gardent la trace de comment ils sont nés. Donc, étudier ces corps célestes, et ces astéroïdes, c'est très important, c'est de comprendre la naissance de notre système solaire. C'est justement l'objectif pour lequel... Tout à fait. D'ailleurs, c'est cette- pour ça, je m'excuse, d'ailleurs, c'est pour ça que cette sonde spatiale s'appelle Lucie. Lucie, pourquoi Lucie? Parce que, donc voilà, on est en train de voir la sonde spatiale Lucie, qui a été envoyée par la NASA le 16 octobre. le 16 octobre passé. Et donc cette sonde spatiale va étudier, comme on vient de le dire, 7 astéroïdes. Et pourquoi, Alors, pourquoi Lucie, justement? Lucie, parce que Lucie, c'est un Australopithecus afarensis. Donc on va dire, c'est parmi les premiers humains, si je puis dire. Donc, qui a été découvert en 1974 par Donald Johanson. Je ne sais pas si on peut On va la voir. l'image. Donc, ils ont découvert les squelettes. La voilà. Voilà, Lucie, c'est les premiers humains. Et donc, Et on rappelle que Lucie a été exposée au musée du Bardo durant toute une année. Où on a pu d'ailleurs découvrir voir les ossements. les ossements donc voilà. C'est pour ça qu'ils ont choisi le nom de Lucie. Donc cette sonde spatiale va, comment dirais-je, donc d'ailleurs le logo de la sonde spatiale, donc, ça c'est le squelette. C'est les ossements, effectivement, le squelette de Lucie. Donc il n'est pas complet, c'est ce qui a été tout à fait, mais on sait que c'était, pourquoi c'est Lucie, parce qu'on a le bassin, donc on peut connaître que c'est une femelle, donc voilà. Je voulais voir, je ne sais pas si la régie peut nous montrer le logo de la sonde spatiale. Donc voilà, alors, au niveau du logo, on voit la sonde et le squelette bien sûr de Lucie. Et puis il faut comprendre que entre la planète le voici, donc le logo. Donc on voit le squelette de Lucie et bien sûr la sonde spatiale. Et vous constatez que c'est écrit Troyen. On va en parler. Donc j'aimerais bien voir les orbites des astéroïdes. Est-ce que c'est possible? Ce sera possible, on va les voir. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on remarque? Entre la planète Mars et la planète Jupiter, il y a toute une ceinture qu'on appelle la ceinture des astéroïdes. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'il y a deux autres points entre la planète... Non, on reste toujours sur la même image.
Donc on remarque la planète Jupiter, et il y a deux zones qu'on appelle les points de Lagrange, et ces deux-là, on les a donné des noms grecs et troyens. Donc les Troyens, c'est pour célébrer la fameuse guerre de Troie. Donc de Homère. Donc Homère a parlé de la guerre de Troie. Donc les astéroïdes s'appellent les Troyens et les Grecs. Et donc ils ont des noms comme Achille, Hector, le fameux cheval de Troie. Donc voilà, donc ils ont donné des noms comme Hector, Paris, Achille, et ainsi de suite. Et donc Ulysse, entre autres. Et donc, parmi les astéroïdes qui vont être étudiés, donc il y en a 7. Donc, en 2025, elle va étudier l'astéroïde qui s'appelle Donald Johanson, qui est le découvreur de Lucie. Donc, ils ont donné le nom de Donald Johanson. En 2027, il y aura Eurybate et Polymele. En 2028, il y aura Leucus et Horus. Et en 2023, ça sera Patrocle et Ménicios. Donc voilà. 2033. Donc c'est un périple de 2021 jusqu'à 2033. Donc elle va faire tout un survol de pratiquement tous ces corps célestes. Voilà, alors ça va prendre donc environ une dizaine d'années on va dire 12 ans quand même. Une douzaine d'années. Donc, pour étudier ces 7 corps célestes, qu'on les appelle aussi les Troyens, les Grecs. Alors justement, l'objectif premier de cette sonde qui a été envoyée par la NASA, c'est justement de comprendre mieux la naissance du système solaire. La naissance des petits corps célestes, et en l'occurrence, bien sûr, le système solaire. Voilà, alors justement, une fois que ça va prendre 12 années, donc c'est 12 années d'études, donc ça prendra le temps qu'il faudra. Donc une fois que ces études, est-ce qu'on va attendre ces 12 années ou les étudiants vont dire les résultats, c'est au fur et à mesure que nous aurons les... Il faut savoir que l'étude des astéroïdes maintenant c'est vraiment le grand boom. Beaucoup d'agences spatiales envoient des sondes spatiales pour étudier non seulement les astéroïdes, mais en même temps pour ramener quelques morceaux de ces astéroïdes. Pourquoi je viens de dire? Parce que ils représentent la naissance du système solaire, mais en plus il y a des éléments chimiques, en l'occurrence par exemple des métaux, etc. Il y a une sonde spatiale dans 2 ans qui va être lancée par la NASA aussi, qui s'appelle Psyché. Et ce corps céleste qui s'appelle Psyché, pourquoi? Parce qu'il est très dense, il fait plus de 7,7, c'est le corps le plus dense du système solaire, plus que la Terre. La Terre c'est 5,5 à peu près. Et pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'éléments métalliques comme le fer, etc. Et donc dans un futur peut-être pas proche, mais dans un futur moyen, on essaie de ramener de la matière première des astéroïdes. Au lieu de les ramener de la Terre, on peut ramener de l'or, des éléments de terre rares, etc., des astéroïdes. Voilà. Alors, une autre question aussi, Monsieur Junaï, par rapport à ça. Alors, plusieurs fois, donc on le voit à travers les études scientifiques, à travers ce que la NASA annonce, ce que les agences spatiales annoncent, que voilà, il y a un astéroïde, un corps céleste qui frôle la Terre, qui va percuter la Terre, on a pu contourner, etc. Donc, cette étude qui va durer encore 12 années, est-ce qu'elle va nous permettre encore une fois de comprendre un petit peu le comportement de tous ces corps célestes et surtout pouvoir un petit peu éviter les dangers que peut la Terre courir. On se rappelle 65 millions auparavant, on parle de la disparition donc massive des dinosaures suite à un astéroïde. D'accord. Donc, je voudrais ajouter que dans le mois prochain, donc ça sera au mois de novembre, la NASA va envoyer une autre sonde qui s'appelle DART. Et donc cette sonde spatiale, en vérité, c'est quoi? C'est un impacteur, en quelque sorte. Pourquoi? Parce qu'elle va aller vers un astéroïde géocroiseur. Donc cet astéroïde peut heurter la Terre. Et donc cet astéroïde, en vérité, c'est un astéroïde avec une petite lune. Parce que même les astéroïdes possèdent des petites lunes. Donc il y a un impacteur qui va heurter la petite lune et essayer de changer l'orbite. Donc vous voyez que en ce qui concerne les astéroïdes qui peuvent heurter la Terre, donc on essaie des techniques. Est-ce que c'est possible de les pousser un tout petit peu pour qu'ils ne puissent pas tomber sur la Terre? Et donc voilà, ça sera le mois prochain. Donc la mission spatiale qui s'appelle DART
Et peut-être que je serai là sur le plateau pour en parler un peu plus. Ce sera vraiment avec beaucoup de plaisir quand vous Parce recevrez pour parce parler. qu'il y a C'est tellement passionnant. Tout à fait, parce que qu'est-ce que j'allais dire? Il y a beaucoup de missions spatiales très intéressantes. Donc au mois de novembre, donc DART. Au mois de décembre, il y a le grand télescope spatial James Webb qui va être lancé. Et pour terminer, au mois de janvier, il y aura le lancement de la fusée Artemis 1. Et donc c'est pour revenir sur la Lune. Et donc, ceci est une autre histoire, donc je la laisse pour les semaines à venir, quand je serai au plateau pour en parler. Voilà, pour en parler. Ryan, est-ce qu'on peut faire de l'astronomie, de l'astrologie, à travers les jeux d'échecs? Je vois pas. On voit pas le rapport. On voit pas le rapport du tout. Non, mais c'est tous les deux des sujets passionnants, surtout l'astronomie. Je respecte beaucoup ce sujet. D'ailleurs, je suis très passionné par ce sujet. Et parfois, je lisais quelques livres à propos de... On ne peut pas rester indifférent, de toute façon. Bien sûr. C'est un sujet où on Mais peut ce qui est vraiment intéressant, pas rester c'est que indifférent. peut-être lui, il pratique les jeux d'échecs, mais de point de vue amateur. Donc c'est par passion. Par passion, voilà. Exactement. Mais il y a ceux qui vraiment, ils deviennent vraiment professionnels, ils font des compétitions internationales. Oui, après ça devient au niveau de la fédération. Après, Voilà. Mais ça devient plus un jeu pour le fun. Ah, d'accord. Donc Alors eux, ils cherchent la passion, ils ne cherchent pas la gloire finalement. On perd le côté fan des échecs c'est comme si on va les vers la Jeux olympiques, il faut être parmi les premiers. Exactement, travailler, étudier 8 heures par jour, lire beaucoup de livres, lire beaucoup d'ouvertures, beaucoup de tactiques, des finales. Tout ça, faut passer des heures pour atteindre un certain niveau parfois. Voilà, faut travailler. Il faut jouer par exemple jusqu'à 6 heures par jour ou 8 heures par jour pour devenir... Étudier, jouer 6 heures par jour. Mais c'est pas notre but, nous. Voilà, de toute façon, les jeux d'échecs, ça aide à la concentration, parce que quand on est spécialisé comme ça en astronomie, on a besoin d'être très, très concentré, n'est-ce pas? Ça se joue au millimètre près. Oui, tout à fait. Voilà, alors, vous nous avez ramené des images, nous étions en train de les découvrir, c'est ce que vous étiez en train d'expliquer. Voilà. Donc, un petit peu le parcours de cette étude scientifique. Donc, on rappelle, Lucie, la sonde qui a été envoyée par la NASA pour mieux étudier donc, la naissance du système solaire. On rappelle que ce sont 7 astéroïdes primitifs qui vont être étudiés de 2023 à 2025 jusqu'à 2033. À 2033. Et justement, on vous propose ces images pour mieux voir et mieux découvrir cette sonde. Et on se retrouve tout de suite après.
Et voilà, c'était donc quelques images de Lucie. Alors, dès qu'on a lancé le montage images, alors la première réaction de M. Junai, ah, vous auriez dû mettre les Beatles, hein. Et puis on découvre que c'est réellement les Beatles. Donc, ce sont les images, la chanson de Beatles, Lucy in the Sky with the Diamond. C'était pratiquement une chanson non, pas primitive. Pas primitive, prémonitoire. Voilà. J'y arrive. Voilà, donc en ce qui concerne la chanson, c'était pour la découverte le squelette de l'Australopithecus afarensis Lucy. Donc je voulais en parler en ce qui concerne pourquoi les deux endroits, parce que j'ai parlé de la planète Mars et la planète Jupiter. Donc entre la planète Mars et Jupiter, il y a toute une ceinture d'astéroïdes. Si on peut juste revenir à donc il y a toute une ceinture d'astéroïdes, mais il faut savoir qu'il y a deux points, on appelle les points de Lagrange, c'est des points gravitationnels qui sont stables. C'est-à-dire que s'il y a un corps céleste qui se trouve dans ces points, donc il n'y aura pas de problème. Et donc il y a cinq points de Lagrange. Non, je crois que c'est les points de Lagrange. La suite, allez-y, ça va. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc, au niveau de ces 5 points, s'il y a un corps céleste, il est stable. Et donc, quand on a une planète à 60 degrés de droite ou de gauche, donc il y a une certaine stabilité. C'est pour ça que, voilà, on est en train de voir L5 et L4. Donc L4 et L5, et c'est là où se trouvent ces fameux Troyens, ou les Grecs. Donc on appelle les Grecs et les Troyens, pourquoi? Parce que c'est mythologique, parce que comme vous le constatez, la plupart des noms des planètes, etc., possèdent des noms mythologiques, Saturne, Jupiter, Neptune, etc. Oui. Et donc, même en ce qui concerne les astéroïdes, donc ils ont des noms mythologiques, en l'occurrence Pallas, Vesta, Cérès, etc. Et donc, en ce qui concerne les deux points de Lagrange, donc on a les Troyens et on a les Grecs. C'est pour célébrer la fameuse guerre de Troie. Donc il y a eu à cause d'Hélène. Donc Hélène c'était la femme de Agma, j'ai oublié le nom, un truc comme ça. Et donc elle s'est réfugiée à la ville de Troie, et donc il y a eu une guerre à cause d'une femme. Voilà. Donc voilà. Donc c'est mentionné dans le livre de Homère. Oui. Donc l'Iliade. Donc ça parle de la guerre de Troie. Et donc ils ont gardé les noms. Donc la plupart de ces astéroïdes s'appellent comme Patrocle, Ménicios, Horus, etc. Donc c'est des noms grecs et troyens. Alors M. Junai, pour revenir un petit peu à toutes ces découvertes scientifiques, à tous ces parcours scientifiques, donc des publications auront lieu par la suite justement pour rendre compte un petit peu des résultats auxquels les chercheurs, les scientifiques sont arrivés. Mais sinon, qu'en est-il de la promotion de toutes ces informations? Il faut dire que l'astronomie, l'étude de l'espace, ça intéresse beaucoup. C'est très passionnant donc, pour le grand public. Mais qu'en est-il justement de la vulgarisation de toutes ces études, de tous les résultats auxquels les chercheurs arrivent? Effectivement, par exemple, nous, au niveau du CRAG, par exemple, on a été, en ce qui concerne les astéroïdes, par exemple, comme Polymèle, qu'est-ce que je fais? On étudie les occultations des étoiles par des astéroïdes. Parce qu'il y a beaucoup d'astéroïdes dans le ciel, et quand ils tournent autour du Soleil, parfois, ils peuvent occulter momentanément une étoile. Et donc, quand il y a une occultation, l'étoile va disparaître quelques secondes. Et donc, quand on mesure avec précision la disparition et la réapparition de l'étoile, on peut connaître exactement la taille de l'objet qui a occulté l'étoile. On peut même, si on fait plusieurs observations, c'est-à-dire que un à Alger, l'autre à Bida, l'autre à Médéa, l'autre à Djelfa, etc. Donc, plus on met beaucoup de télescopes, plus on peut avoir la forme de l'astéroïde. Donc, on a été contacté par la NASA pour étudier Polymèle, parce que Polymèle, la sonde spatiale Lucie, va l'observer. Et le hasard a voulu que le jour où l'occultation se produit, le ciel était couvert, donc on n'a pas pu faire l'observation. Donc on travaille en concert. Finalement, beaucoup d'aléas, hein, donc on dépend un petit peu de la météo. Oui, bien sûr, on dépend de la météo, mais en général, la communauté scientifique, on est très unis. Donc pourquoi? Parce que
on ne connaît pas exactement la taille de cet astéroïde, donc on essaie par la méthode des occultations de mesurer la taille pour que la sonde va exactement, pour qu'il n'y ait pas de problème de gravitation. Donc, la sonde va survoler, mais quand on ne connaît pas sa forme, etc., donc il y a des probabilités où la sonde peut heurter l'objet, donc il faut faire des calculs très, très précis. Donc c'est en amont, il faut faire des études en amont. Voilà, il faut faire des études en amont. Est-ce qu'on peut dire que l'astronomie aujourd'hui est un domaine qui intéresse, c'est un domaine qui attire quand même l'intérêt des jeunes, que ce soit j'ai envie de dire, dans un investissement de recherche, de carrière. Que ce soit du côté de la recherche, parce qu'on fait de la recherche pointue, c'est très vaste, parce que l'astronomie, il y a ceux qui font l'étude de l'univers, l'étude des galaxies, des étoiles, des planètes, c'est un domaine très, très vaste. Et il y a bien sûr le côté amateur. Ceux comme quand il est amateur en jeu d'échecs, il y a des amateurs en astronomie. Donc c'est une passion de l'astronomie il n'a pas besoin d'avoir des diplômes universitaires pour faire de l'astronomie. Il suffit d'avoir je ne sais pas, un petit livre, bonne volonté, la bonne documentation. Il apprend les constellations dans le ciel et peut-être un petit télescope pour les petits-enfants, etc. Et ben voilà, mais sinon, il faut dire qu'il va y avoir plein d'autres missions spatiales donc les semaines à venir. Le 18 novembre, ça sera DART, donc la sonde spatiale DART qui va heurter un astéroïde. Au mois de janvier, au mois de novembre, décembre, c'est le télescope spatial James Webb. Et en mois de janvier, c'est la fusée gigantesque SLS qui va partir pour tourner autour de la Lune. Pourquoi? Parce que c'est le programme, ils veulent revenir sur la Lune, ma foi, peut-être en 2024 ou en 2025. Et vous serez parmi nous, Inch'Allah, pour en parler, donner plus de détails. Merci beaucoup, encore une fois, de nous avoir fait ce voyage, déjà, à travers l'espace. On rappelle, M. Junaïd Baba Issa, vous êtes chercheur en astronomie au niveau du CRAG. Merci encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin. Dibon Ryan, merci beaucoup. Donc, vous êtes passionné en jeu d'échecs. Merci beaucoup. Voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On vous souhaite à tous Mouloud Moubarak, Saha Mouloudkoum. Faites très attention à vous. Vous retrouverez demain, Inch'Allah, Radia Boul Maali à partir de 8h. Pour ma part, je vous retrouverai à partir de vendredi. Merci beaucoup. Bonne journée, Saha Mouloudkoum et bonne semaine à tous. Au revoir.